Donc merci à tous pour votre présence et je disais le plaisir qui est le mien d'inaugurer, ça y est, ce 14e forum de la famille de Sartrouville. Vous connaissez bien maintenant le principe. Je salue tous les nouveaux entre guillemets qui participent pour la première fois à cette formule donc de visio sur le temps du déjeuner, de la pause déjeuner. Je salue tous ceux qui sont au bureau, tous ceux qui sont à la maison, qui ont réussi à se libérer un peu, ou peut-être même dans les transports, à se libérer de façon à pouvoir participer à cette visio. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laura Damontao, que certains connaissent déjà, puisque Madame Damontao est intervenue déjà l'année dernière et intervient régulièrement et participe voilà, ces réflexions autour du Forum de la famille. Donc, on est très heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui et puis d'aborder ce thème qui j'allais dire vulgairement ou communément, nous prend la tête de temps en temps hein, quand on se retrouve en face de nos enfants qui ne cessent de nous dire non. Et on sait que quand on a une journée chargée, quand on peut être dans une journée qui ressemble à un tourbillon, d'avoir nos petits bouts de chou là qui passent leur temps à nous dire non à chaque fois qu'on leur demande quelque chose ou qu'on leur propose quelque chose, ça peut être vraiment, ça peut nous faire perdre un peu nos moyens et quelquefois perdre notre bonne humeur et notre patience. Donc on compte sur vous, Madame Damontao, pour nous expliquer tout ça et puis pour nous dire comment faire en sorte de vivre le mieux possible cette période de la vie de nos enfants. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne visio et je vous donne rendez-vous tout au long de cette semaine, si vous le souhaitez, pour nous rejoindre pour les visios et pour tout ce qui vous est proposé en présentiel. Voilà, à très bientôt et bonne visio. Merci Merci Emmanuel. beaucoup, J'en madame. profite pour juste avant l'intervention rajouter trois petits éléments. Donc vous pourrez retrouver dans le chat une description de la structure qui peut être un soutien pour vous autour de toutes les questions de la parentalité, la maison de la famille, donc qui propose de nombreuses actions autour du sommeil, de l'alimentation, de l'opposition, de la confiance en soi. En tout cas, beaucoup de choses pour nous aider dans notre parentalité, à accompagner nos enfants. Vous avez aussi le lien qui vous permet de vous inscrire à toutes les actions qui sont proposées à la maison de la famille. Voilà, notamment, il y a des temps qui sont vraiment dédiés avec... J'entends quelqu'un. Il y a des temps voilà, qui sont dédiés sur des thématiques. Donc, vous pouvez rejoindre le coin des parents qui est proposé à la maison de la famille. Vous avez aussi les rendez-vous de Claire. C'est des rendez-vous individuels où vous pouvez aller poser des questions sur des petites problématiques, mais qui peuvent être un frein des fois au quotidien. Et voilà, pour débloquer des problèmes, n'hésitez pas à solliciter en tout cas la maison de la famille si vous avez besoin de soutien sur des questions autour de la parentalité et retrouver les différentes visioconférences du forum de la famille et les conférences qui auront lieu, les animations qui auront lieu samedi à l'espace Gérard Philippe. Voilà. Laura, merci de votre écoute et puis je laisse la parole à Laura. Merci beaucoup Laurette, merci infiniment et bonjour à tous et toutes. Du coup, je vais commencer cette visioconférence. Normalement, vous devez voir un écran déjà qui est partagé avec voilà, un premier slide où il y a écrit la phase d'opposition chez les 2-4 ans, comment y faire face. N'hésitez pas à dire dans le chat si certains ou certaines ne le voient pas. Et puis la deuxième chose, si vous avez des questions qui vous viennent, il y aura un temps de questions-réponses à la fin, mais si vous avez des questions qui vous viennent pendant la conférence, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour que derrière on puisse voilà, y répondre et ne pas les oublier en fin de session. Du coup, je commence et je me mets en mode lecture pour que ce soit beaucoup en mode plein écran, excusez-moi, pour que ce soit plus agréable à regarder. Alors, je commence juste pour me présenter. Donc, par me présenter, moi, je m'appelle Laura Damontao.
Je suis formatrice petite enfance. Je suis spécialisée dans la qualité du lien adulte-enfant, adulte-jeune enfant. Donc, j'interviens aussi bien auprès des parents que des professionnels de la petite enfance sur toutes les thématiques qui concernent la qualité du lien adulte-jeune enfant, dont font partie l'autorité, les émotions, l'estime de soi, etc. Et à côté de cette activité, je réalise une thèse de doctorat. Donc, je suis doctorante-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation. Et dans ce cadre, je m'intéresse spécifiquement à la qualité du lien entre les enseignants et les enfants qu'ils considèrent difficiles dans les classes de maternelle. Voilà rapidement pour me présenter. Et puis, je trouve que c'est important de dire sur quoi je pars pour ce contenu de conférence. Donc moi, je me suis formée auprès de l'organisme APECOM et beaucoup d'outils, de visuels que je vais vous présenter pendant donc d'outils pratiques ou de visuels que je vais vous partager pendant cette conférence. Je la dois à cet organisme auprès de qui je me suis formée et voilà, je suis certifiée pour présenter leur contenu. Donc, c'est un organisme qui a conçu des ateliers parentalité et des formations pour les pros de la petite enfance. Et donc, c'est notamment une médecin et une psychologue qui ont conçu ces contenus à partir des neurosciences et de la psychologie humaniste. Et puis, par ailleurs, alors je vais y revenir dessus, mais pour donner d'autres références, vous avez des ouvrages, je ne sais pas si vous les connaissez, sur donc il y a un livre qui s'appelle Le cerveau de votre enfant du médecin Daniel Siegel, Pour une enfance heureuse de la pédiatre Catherine Guéguin, et puis des articles scientifiques qui ont pu paraître sur des moteurs de recherche comme Kern ou Google Scholar. Donc voilà très rapidement pour dire ce sur quoi s'appuie le contenu que je vais vous présenter. J'aime bien débuter par un peu d'humour, donc on parle de l'opposition, donc j'aimais bien cette petite image du non, 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 qui peut voilà, vite partir avec des comportements où bah, c'est très difficile en tant qu'adulte de faire face et des fois aussi de comprendre ce qui se passe pour un enfant, vu que les situations qui peuvent provoquer ces moments d'opposition peuvent nous paraître complètement éloigné pour nous adultes. Et donc, pendant cette conférence, on va parler bien sûr du comportement d'opposition, mais je vais aussi beaucoup parler d'émotions, notamment de la colère et de la frustration. Pourquoi? Parce que nous tous, que ce soit de la petite enfance à la personne âgée, donc quel que soit l'âge que l'on a, lorsque l'on vit une émotion à haute intensité, cela génère un comportement émotionnel. Ça nous arrive tous, adultes, à avoir des moments où on vit de la colère, on a de la colère en nous, et on va avoir des mots. Ça peut être auprès de nos proches, de notre conjoint si on est en couple, de nos enfants, de notre famille, de nos amis, etc. On peut avoir des mots que l'on va regretter ensuite. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est plus notre rationnel, notre raison qui est le pilote dans notre cerveau, c'est la partie émotion. Ce qui va être intéressant et ce qu'on va aussi parler pendant cette visioconférence, c'est que tous les filtres que nous, on peut avoir en tant qu'adultes pour éviter au maximum d'avoir ces comportements émotionnels, le jeune enfant, puisqu'aujourd'hui on parle de la période de 2-4 ans, ne les a pas du fait de l'immaturité cérébrale. Donc, on va voir comment on peut accompagner à cet âge-là, à cette période-là de la vie qui est très particulière d'un point de vue développement neuronal, à la fois l'émotion de colère, de frustration et le comportement d'opposition, quelle que soit la façon dont il se matérialise, il se manifeste chez l'enfant à un moment donné où il vit de la colère et de la frustration. Et on va voir que la façon de faire face ou d'accompagner la colère, la frustration et le comportement d'opposition, c'est deux choses très différentes et en même temps très complémentaires. Donc pour commencer, du coup, je vais rapidement parler du développement du cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais je fais court parce qu'on est sur une conférence d'une heure, mais je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe d'un point de vue neuronal chez un jeune enfant. Alors, il faut savoir que dans le cerveau, on a à peu près 85 milliards de neurones.
J'ai mis l'image d'un ciel étoilé parce que si ce soir il n'y avait aucun nuage dans le ciel et qu'on pouvait voir la profusion des étoiles, on pourrait voir à l'œil nu 10 000 étoiles. Donc il faut s'imaginer ce que peut représenter 85 milliards de neurones. Et tout au long de la période de la petite enfance, enfin de l'arrivée au monde ou même déjà dans la période grossesse. Alors pardon, j'ai entendu un son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. D'accord, j'ai un petit bip. D'accord, Ouais, bon, il y a un petit très bip, bien. je vais couper le son pour les autres, comme ça. Ok. Bon, je reprends du coup. Merci Laurette. Donc du moment de la grossesse jusqu'à, les chercheurs sont pas tout à fait d'accord, 25-30 ans environ, ces neurones, ils vont se connecter. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que vous allez avoir plein d'informations qui vont être mises entre elles, qui vont être circulées, être analysées, être traitées et qui vont souvent générer un comportement. Donc en lien avec la météo du moment pour ceux qui sont en Île-de-France, il fait froid, première information, je dois sortir dehors, deuxième information. Pour éviter d'attraper froid, troisième information, ben, je vais mettre une écharpe, des gants, un bonnet. Donc tout ça, c'est un circuit neuronal connecté. Et forcément, on n'arrive pas au monde en sachant cela, c'est lié à l'environnement dans lequel on a évolué, grandi. On imagine que en Amazonie, des peuples qui n'auraient pas accès à Internet et qui ne seraient pas du coup confrontés à des périodes hivernales, c'est un circuit neuronal qui n'existe pas. La spécificité, c'est que un jeune enfant, en fait, il a 1 milliard de circuits neuronaux possibles. Mais ils ressemblent tous, ou en grande majorité, quand il arrive au monde, à des chemins dans une forêt vierge. C'est-à-dire que pour le moment, l'information circule très peu ou pas du tout. Hein, les enfants peuvent parler toutes les langues du monde, y compris celles qui ont disparu. Mais celles qui vont devenir, celles qu'il va pouvoir se saisir, vont être celles qui vont être répétées, auxquelles il va être confronté dans son environnement. Donc petit à petit, ce circuit neuronal, il va s'agrandir, l'information va pouvoir se développer, donc être comme dans un chemin de campagne, une départementale et enfin devenir un automatisme, une autoroute. Et ça, c'est la grande différence avec nous adultes. On a moins de circuits neuronaux, bon, on en a beaucoup, hein. On a 300 000 milliards environ, sauf que c'est des automatismes. Ça ne me demande absolument pas de temps de me dire que je vais sortir dehors et que du coup, pour éviter d'attraper froid, je mets une écharpe, des gants, etc. Quand pour un enfant, effectivement, eh bien, il a besoin qu'on lui apprenne, qu'on lui répète, parce que autrement, il n'a pas ce circuit neuronal-là de développer. Et en fait, il y a deux grandes périodes de développement neuronal. Alors, comment dire, cette période de développement se fait tout au long de la petite enfance jusqu'au début de la vie d'adulte, mais il y a deux périodes où ça va particulièrement vite, où le rythme est particulièrement rapide. C'est la petite enfance, donc la période qui nous concerne aujourd'hui, de 0 à 6 ans. Et il y a une deuxième phase qui concerne celle de l'adolescence. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Siegel qui s'appelle Le cerveau de votre enfant. Si jamais c'est un thème qui vous intéresse, je vous le recommande parce qu'il y a plein de... voilà, toutes les explications sont données avec des métaphores, des images symboliques et je trouve que ça aide pour ancrer en mémoire. Donc, je reprends une de ces illustrations. En fait, il dit que, parce que là, je vous ai expliqué comment fonctionnait le développement du cerveau, mais là, on va bien sûr s'intéresser à l'émotion de la colère, de la frustration et au comportement d'opposition qui en découle. Donc, pour comprendre ça, en fait, il faut imaginer que notre cerveau, c'est comme une maison. Une maison avec un rez-de-chaussée, qu'on va appeler le cerveau du bas, et puis un premier étage qu'on va appeler le cerveau du haut. Alors dans ce cerveau du bas, on retrouve des fonctions basiques dont certaines sont des autoroutes, des automatismes lorsqu'on arrive au monde comme cligner des yeux, respirer ou qui vont très vite devenir des automatismes dès lors que l'enfant a appris à marcher comme l'équilibre du corps. C'est aussi là où c'est dans le cerveau du bas que l'on ressent les émotions fortes comme la colère, la peur, la tristesse.
Et c'est aussi à cet endroit-là qu'on retrouve les réactions impulsives qui sont activées dès lors qu'on ressent des émotions fortes, comme le fait de se figer quand on a peur, hein, d'affronter quand on ressent de la colère. Donc affronter, ça peut être pour un jeune enfant, hein, ça peut être taper, ça peut être mordre, etc. Ou fuir, s'éloigner. Eh bien, ce package-là de réactions entre émotions, je ressens une émotion forte et j'ai ces réactions possibles à portée de main, eh bien, ça devient un automatisme dès 2-3 ans. Donc, dès lors, en fait, que l'enfant acquiert une certaine autonomie d'un point de vue motricité. Et donc, c'est pour ça que c'est une période particulièrement difficile parce que pour eux, même si c'est inconscient, c'est une autoroute très, très jeune. Au contraire, lorsqu'on regarde le cerveau du haut, dans le cerveau du haut, on a le langage, on a toutes les fonctions cognitives complexes comme le fait d'être en capacité de penser, d'analyser, de planifier, d'organiser, de réfléchir, etc. Et puis, on a un certain nombre de fonctions qui nous permettent de nous réguler émotionnellement, comme se connaître, hein, savoir que peut-être que, par exemple, moi, quand j'ai de la colère, j'ai eu un parent une fois qui m'a dit, moi, pour l'émotion de la colère, c'est pas le cas pour les autres émotions, mais je me sens pas monter. Je passe de 1 à 10 en 1 seconde. Bon, ça, c'est de la connaissance de soi. La capacité à prendre du recul sur une situation, la capacité à évaluer les conséquences de ses actes à moyen et long terme. Peut-être qu'à un moment, je vais avoir une réunion avec des collègues ou mon supérieur, et puis quelque chose va être dit qui va particulièrement m'activer, m'énerver, mais je ne vais rien dire. Pourquoi? Parce que je suis en capacité de prendre du recul, d'évaluer les conséquences si je sortais les mots tels qu'ils me venaient instinctivement, tels que la colère me les fait venir instinctivement dans ma tête, mais j'ai cette capacité de filtrer grâce à cette fonction qui est dans le cerveau du haut. C'est aussi là où on retrouve l'empathie ou la capacité justement de réguler mon comportement. Toutes ces fonctions qui aident justement à apaiser les comportements en lien avec les émotions fortes ressenties, ça va prendre plus de temps à devenir des automatismes chez l'enfant. Aujourd'hui, on considère que la connexion entre cerveau du bas, cerveau du haut, donc ressenti d'émotions fortes et capacité à prendre du recul sur ses émotions et du coup évaluer les conséquences de ses actes, etc., etc., c'est connecté à 80% autour de 7-8 ans. Donc on voit que du coup, entre les réactions impulsives qui sont automatiques à 2-3 ans et celles avec capacité de prendre du recul, c'est pas la même temporalité. Voilà, pour information, c'est pour ça qu'on appelle cet âge 7 ans l'âge de raison. C'est parce que justement, il y a cette connexion, ces automatismes avec le cerveau du haut. Et en petite parenthèse, il y a un remodelage à l'adolescence. C'est pour ça que c'est une période difficile parce qu'à l'adolescence, l'enfant est principalement dans son cerveau du bas, donc dans ses émotions fortes, les pulsions qui en découlent, et moins connecté au cerveau du haut avant que ce chemin se remature et on considère que finalise sa construction vers 17-18 ans. Donc ça, c'était un premier point qui me semblait important pour débuter la conférence, c'était de dire que ça, c'est des mots qui sont issus du livre de Catherine Guéguin pour une enfance heureuse, qui est spécifiquement dédié à ce que l'on sait des neurosciences, de ce qui se passe dans le cerveau, mais d'un point de vue uniquement émotionnel, affectif, social. Elle explique en fait que le jeune enfant vit des tsunamis émotionnels. On vit tous des émotions difficiles et on sait que quand on les vit à haute intensité, c'est comme des grosses vagues qu'on se prend. Il faut imaginer que pour les jeunes enfants, comme ils n'ont pas tous les filtres encore d'accessibles dont on a parlé, c'est de véritables tsunamis. Pour autant, donc ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, et pour autant, eh bien, il y a des outils qui existent qui aident justement à ce que l'enfant comprenne ses émotions. Alors j'aime pas trop le terme contrôler, mais en tout cas à apaiser ses émotions, et ça c'est ce que je vais vous proposer. Et comme je l'évoquais également, on va également bien sûr parler du comportement. Mais plus j'apaise mon émotion, et moins le comportement qui en découle est présent ou dure longtemps. Donc forcément, agir sur les deux a un impact au global. Alors, je vais
arrêter 2 secondes le partage d'écran en format plein écran pour pouvoir vous revoir. J'aimerais que vous écriviez dans le chat, ceux qui en ont la possibilité, une émotion difficile, une seule, si vous pouvez juste écrire l'émotion qui vous met en difficulté. Pas une émotion que votre enfant vit, mais une émotion que vous vivez qui vous met en difficulté. Alors, je vois la frustration, l'impatience, les cris, la colère, l'injustice, la colère, la culpabilité et se sentir démuni, l'impuissance, la colère. Merci beaucoup. J'aimerais que vous me disiez, je vois l'injustice, l'impuissance, le stress. J'aimerais que vous me disiez, justement par rapport à tous ceux qui ont pu partager ce qu'ils ressentaient et donc ces émotions difficiles, est-ce que vous décidez de vivre cette émotion ou est-ce qu'elle s'impose à vous? Donc dites-moi juste, je décide ou elle s'impose. Elle s'impose. Elle s'impose. Ouais. Oui. Effectivement, elle s'impose et c'est unanime. Alors effectivement, on ne décide pas de vivre une émotion. Je vous remercie. Merci à tous pour voilà d'avoir pris ce temps. On ne décide pas de vivre une émotion. Elle s'impose à nous. Et ça, c'est hyper important parce que dans la langue française, on dit habituellement pour un enfant, il fait une colère, hein, comme si l'enfant décidait d'être en colère, de faire une colère, alors que pas du tout. Hein. L'enfant, il est en colère, il n'a pas plus de facultés que nous quand il vit une émotion. Il est tout bonnement en colère. C'est juste que les situations activatrices qui va le mettre en colère et qui va lui faire vivre de la frustration vont être très différentes des nôtres. Mais je pense que c'est important à dire parce que nous, adultes, parents, professionnels, ça nous met pas du tout dans la même disposition si on se dit oh là il fait une colère, il me cherche, qu'on dit bah là il est en colère. Hein, il y en a un qui va m'activer, qui peut plus m'énerver, que l'autre va être plus facilement dans l'empathie et dans comment je peux aider à ce niveau-là. Et donc je trouve que c'est assez intéressant à dire. Maintenant je vais vous demander d'imaginer une situation où on va dire que vous partez à un entretien d'embauche. Et vous en avez pour à peu près une demi-heure de porte à porte de chez vous au lieu d'entretien pour vous y rendre. Et du coup, la personne qui doit vous recevoir en entretien vous a dit qu'elle était très à cheval sur la ponctualité et qu'elle ne tolérerait pas le moindre retard de votre part. Et donc, comme c'est un entretien, un travail qui vous tient extrêmement à cœur, vous avez décidé, pour être très zen, de partir avec 1 heure et demie d'avance en vous disant bah, je prendrai un petit café sur place, mais comme ça, j'y serai. Donc, vous partez et puis, et bah, patatras, à peine arrivé sur l'autoroute, il y a eu un accident, vous êtes complètement bloqué et vous n'avancez pas. Et là, le temps commence à défiler. 1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, vous ne bougez pas, ou à peine de quelques centimètres. Et là, vous commencez à vous dire qu'il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à l'heure à votre entretien. Vous essayez de joindre la personne et bien sûr, ça ne répond pas. Quelle émotion vous ressentez et à quelle intensité sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas du tout et 10 étant 100% de l'émotion. Donc, j'aimerais que vous me disiez l'émotion et l'échelle. Stress, frustration, un stress de niveau 8, 8 sur 10, 5, 10, colère, 10, stress 8, colère 7, stress 10, stress 7, 8, colère. Merci, merci. Alors, imaginez, restez connecté à ça et imaginez que vous n'êtes pas tout seul à l'intérieur de l'habitacle. Vous avez un passager et donc pendant que vous vivez ce stress, cette impuissance, cette colère, cette frustration à haute intensité hein, pour la majorité d'entre vous, pas tous, je vois Amanda qui dit stress 3, mais pour la majorité d'entre vous, imaginez que vous ayez un passager qui vous dit non mais ça sert à rien hein, de te mettre en colère, t'es un adulte, hein, tu vas pas perdre tes moyens pour un petit entretien d'embauche, hein, tu sais, ça va pas te faire du bien, hein, tu pourrais quand même apprendre à te calmer hein, et arrêter de t'énerver pour des choses si peu importantes. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, non. Et non. Non, moyen.
Non, non, non. Il sort de la voiture, ouais, agacé. Non, ça m'énerve encore plus. Alors, ça augmente encore plus la colère, ouais. Je l'avais pas posé en question. En général, quand je la fais en présentiel, je demande si ça fait grandir l'échelle ou pas. Alors effectivement, en général, ça n'aide pas. Peut-être que ça peut aider des personnes qui étaient à un niveau 1, 2, 3 d'échelle d'intensité, mais en général, quand on est à 7, 8, 9, 10, ça aide pas, ça questionne. Du coup, pourtant, imaginons un jeune enfant qui se met en colère, qui dit non, qui refuse, par exemple, de manger ses épinards et qui lui ont dit non mais ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de pleurer ou de crier pour des épinards. T'es grand, tu vas quand même pas pleurer pour des épinards. Ça sert à rien de pleurer. Et puis aujourd'hui, c'est pas des frites, c'est des épinards. Alors peut-être qu'on est bienveillant en tant qu'adulte à vouloir dire ça. Et encore une fois, du haut de notre du haut de nous adultes pour voir la situation, ça va être des mots qu'on peut avoir tendance à dire. Mais pour autant, en fait, ça va pas du tout calmer ni l'émotion, ni le comportement qui en découle. Ça risque de faire encore plus grossir l'émotion, agrandir l'émotion et encore plus du coup prolonger le comportement d'opposition qui va avec. Et je vais vous expliquer pourquoi et du coup je vais reprendre le plein écran du partage. Je vous remercie en tout cas à chacun et chacune qui en avait la capacité d'avoir joué le jeu avec moi à travers le chat. Alors je reviens du coup sur ma présentation. Hop, et je me remets en plein écran. Alors, qu'est-ce qui se passe il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, en fait, c'est comme s'il y avait deux parts qui vivaient. Il y a la partie émotionnelle et la partie raison. Lorsqu'on vit une émotion forte, comme beaucoup vous m'avez dit beaucoup m'ont partagé dans le chat par rapport à la situation de l'entretien d'embauche, quand on est à 7, 8, 9, en fait, souvent une émotion commence dans le ventre et ensuite on est complètement envahi émotionnellement. Et la part rationnelle raison, elle est toute petite. Et là, en fait, le passager, alors même s'il est un peu maladroit quand il s'y prend, mais il s'adresse à notre partie raison, parce que rationnellement, d'un point de vue cartésien, se mettre en colère, pleurer, crier, taper sur le volant de rage de ce qui se passe, oui, ça va pas nous faire avancer plus vite. Oui, il y a peut-être plus grave dans le monde, etc. Donc il peut, voilà, d'un point de vue rationnel, ça peut être juste. Mais en fait, là, c'est pas la partie rationnelle qui est en train de se passer pour nous, c'est la partie émotionnelle. Et l'émotion, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être comprise pour pouvoir s'apaiser et diminuer d'intensité. Et si et donc c'est encore plus le cas pour un jeune enfant, comme on l'a vu, qui lui a peu accès à cette partie rationnelle. Donc plus on lui parle alors qu'il vit un tsunami émotionnel sur la raison, la rationalité pendant cette période, pendant ce moment d'émotionnel. Je dis pas après, je dis pas quand ça se sera apaisé, mais vraiment sur le moment. Et plus l'émotion va grandir et grossir parce qu'elle n'est pas entendue sur ce moment-là. En tout cas, elle n'est pas perçue comme telle par la personne qui le vit. Et donc, chez APCOM, en fait, on se base sur quelques phrases d'Aim Ginot qui étaient des précurseurs des ateliers parentalité, qui était un pédopsychiatre américain qui donnait déjà des ateliers dans les années 70 et il disait je parle avec mon cœur, parce que l'émotion, c'est le langage du cœur, et tu m'écoutes avec ta tête. Et donc forcément, c'est comme si l'un parlait français et l'autre parlait une langue étrangère qu'on ne parle pas, on ne peut pas se comprendre. Et donc, pour être apaisée, pour que justement cette échelle se réduise, une émotion, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être comprise, elle a besoin d'être respectée. Et comme on l'a vu, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, sinon, elle a tendance à s'amplifier, le curseur monte. Souvent dans les ateliers, je dis, si vous étiez à la place de ce conducteur, de quoi vous auriez besoin d'un point de vue passager? Alors j'ai souvent des réponses différentes, mais certains ont besoin de silence, d'autres ont besoin d'un geste de compassion, comme c'est ce qui est proposé là dans le visuel. Certains me disent qu'ils ont besoin qu'on les fasse rire. Enfin voilà, c'est très différent des uns et des autres. On a tous des besoins différents, mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'acceptation sans jugement de l'émotion vécue. Et donc, si on reprend
le petit schéma vu tout à l'heure, émotion, comportement. Pour la partie émotion, on va voir que c'est différent pour le comportement émotionnel. L'émotion, pour être apaisée, elle a besoin d'être accueillie sans jugement pour justement que l'intensité se réduise. Et elle a également, ce qui est hyper important pour les jeunes enfants, c'est de leur développer le langage émotionnel, c'est-à-dire de verbaliser l'émotion. Par exemple, je comprends que t'es en... ça veut et alors on va le voir après, hein, mais ça veut pas dire accepter le comportement. Là, on est juste sur l'émotion. Le comportement, c'est différent. Mais là, juste sur l'émotion, c'est je comprends que tu es en colère, je comprends que tu es énervé, je comprends que tu es triste, je comprends que tu es déçu. En tout cas, de verbaliser, de mettre des mots, parce que l'émotion, c'est invisible, c'est impalpable. C'est pas comme si je disais, là, je vois qu'il y a une table, je vois qu'il y a une chaise, je vois qu'il y a un tableau derrière moi où il n'y a pas besoin de verbaliser pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Une émotion, si on la verbalise pas, on ne peut pas vraiment comprendre et saisir ce qui se passe. Et un enfant, c'est une vraie aide, en tout cas c'est ce que les recherches montrent aujourd'hui, qu'on l'aide à développer cet automatisme-là de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit. Pourquoi? Parce que d'un point de vue cérébral, comme on l'a vu, hein, le langage c'est dans le cerveau du haut, en fait il y a un lien direct entre la zone du langage et la zone du ressenti émotionnel. Or, le langage, c'est quelque chose qui est accessible, alors ça dépend des enfants, mais 2 ans, 3 ans, ça dépend des enfants, mais en tout cas, ce que l'enfant arrive à mettre des mots sur ce qu'il ressent va aider à réduire l'intensité de son ressenti. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, c'est grâce à ces recherches qu'aujourd'hui, en général, dans les écoles maternelles, vous avez tout un apprentissage du vocabulaire émotionnel qui est proposé, qui n'existait pas il y a 20 ans. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'importance pour un enfant, un adulte, de savoir mettre des mots sur ses émotions. Parce que si réguler ses comportements, c'est pareil, on se dit que comment dire, la capacité à s'apaiser émotionnellement, c'était aussi une maison. Le rez-de-chaussée, ce serait mettre des mots sur ses émotions. C'est vraiment un élément essentiel. Et donc forcément, ça va pas être forcément un moment lorsque l'enfant vit un tsunami émotionnel où il va enregistrer en mémoire le vocabulaire utilisé, hein, au même titre que nous. C'est pas quand on vit de la colère qu'on va apprendre le théorème de Pythagore. Hein, c'est pas dans ces moments-là où on a la mémoire la plus disponible. Mais pour autant, encore une fois, ça aide à apaiser l'émotion et donc à faire réduire l'intensité émotionnelle. Et donc, ce que nous on propose au sein d'APECOM et qui est proposé par plein d'organismes en lien avec les émotions, c'est dans les moments jeux, dans les moments, du coup, encore une fois, on parle pour les enfants qui sont entre 2 et 4 ans, c'est de pouvoir leur proposer des outils. Alors là, je propose des livres, mais dans les moments où ils sont dans le jeu, où là, la mémoire est beaucoup plus disponible pour justement apprendre des mots, à mettre des mots sur les émotions avec l'objectif qu'à terme, ils soient eux-mêmes en capacité de dire non, mais là, manger mes épinards, ça me met très en colère. C'est pas, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire, alors c'est ok, mange pas les épinards, c'est pas ça, on va le voir. C'est juste que ça permet en fait d'apaiser plus rapidement l'émotion et les comportements qui en découlent. Donc dans les exemples, et là je vais revenir dans la visio. Vous avez aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent sur les émotions, mais je vous en ai mis quelques-uns. Vous avez la collection Les Livres Qui, donc ça c'est accessible dès 2 ans. Donc là j'ai plutôt mis sur la colère, hein, mais vous avez la peur, vous avez le sommeil, etc. Donc ça dès 2 ans, pourquoi? Parce que c'est quasiment que comment dire, que des couleurs en fait. Donc c'est assez accessible pour un jeune enfant. Donc le livre qui est en colère, alors, excusez-moi, il y a un reflet. Au début, il est très 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 rouge parce qu'il n'est pas du tout content. On voit qu'il y a l'expression aussi du visage qui est proposée. Et puis au fur et à mesure, en fait, de l'histoire, eh bien, l'émotion s'apaise. Et donc ça permet encore une fois, l'enfant, le jeune enfant, avant 6-7 ans, il est énormément dans son imaginaire. Hein. Il parle avec l'imaginaire, c'est son monde à lui. Et donc, si on parle avec ces mots à lui, de dire, là, oui, tu vis comme le livre qui est en colère,
tout rouge, etc. Et puis ça va s'apaiser, et ben ça va être beaucoup plus accessible pour un jeune enfant. Une fois qu'il va avoir 6-7 ans, où on va pouvoir plus parler avec des mots, des concepts liés à la raison. À partir de 3 ans, alors attendez, je sais pas si vous voyez bien, mais nous on conseille les Gastons. C'est une collection qui est très connue. Pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est une petite licorne dont la crinière est multicolore. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, la crinière est multicolore quand Gaston va bien, et puis selon le livre pris, donc là on est sur la colère, et bien elle va devenir pour le coup là pour la colère toute rouge, avec des situations que peut vivre le jeune enfant. Donc plutôt des situations, je dis 3 ans, parce que déjà il y a plus de texte, et puis des situations qu'il peut rencontrer à l'école, à l'école maternelle. Et comme ça a été fait par une sophrologue, vous avez à la fin des exercices de respiration. Et ça, c'est un premier élément qui aide à apaiser l'émotion. Si tous, là, je vous proposais de vous connecter à ce que vous m'avez dit pendant ce que vous avez vécu en tant que conducteur sur cette situation d'entretien d'embauche. Si je vous disais, je vous propose de inspirer par le nez et expirer par la bouche, en essayant de se connecter avec la respiration ventrale, ça apaise énormément. Ça permet de reconnecter au cerveau du haut et ça apaise émotionnellement. Et donc là, c'est pareil, les Gastons, c'est à la fois comprendre, accueillir l'émotion, mais aussi apprendre un premier apprentissage pour justement apaiser son émotion à travers la respiration. Autant on sait respirer par le nez dès qu'on arrive au monde, autant la respiration ventrale, c'est un chemin qui a besoin d'être appris, d'être développé pour devenir un automatisme. Alors, je vais reprendre la présentation et je vais me remettre en mode plein écran. Donc voilà pour la première partie, l'émotion, donc pour permettre qu'elle dure moins longtemps et l'apaiser plus facilement, et donc forcément que les comportements qui en découlent également soit viennent de façon moins récurrente ou durent moins longtemps, l'accueil et la verbalisation des émotions pour les jeunes enfants. Par contre, comme je disais, c'est très différent. Émotions et comportements, c'est très différent dans la façon de réagir. Autant toutes les émotions sont légitimes, autant tous les comportements ne sont pas acceptables. Je pourrais être à côté de vous, ou n'importe qui soit à côté de vous en tant que conducteur, je peux accueillir l'émotion qui est vécue. Par contre, ce sera pas OK si le conducteur, la conductrice prend la voie d'arrêt d'urgence pour filer à toute vitesse et risquer de faire des accidents pour être sûr d'arriver à l'heure. Donc c'est pas parce que toute émotion est légitime que tout comportement est acceptable. Et forcément, un enfant a besoin d'apprendre, qu'on l'aide à comprendre les besoins qui sont acceptables les comportements qui sont acceptables, des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc, Haïm Ginott disait, toutes les émotions sont légitimes, les comportements ne sont pas tous acceptables. Et là, en fait, nous, ce qu'on recommande, encore une fois, chez APCOM, c'est toujours, parce qu'un jeune enfant, faut bien imaginer qu'il est en plein développement, il apprend plein de choses. Et pour nous, ce qui nous paraît extrêmement logique d'un point de vue règles, qui sont des automatismes du type, avant d'aller au lit, on se lave les dents, on met son pyjama, on met la couverture sur soi. Enfin, en tout cas, tout ce qui nous semble aller de soi, pour un jeune enfant, ça peut être un chemin dans une forêt vierge, un chemin dans la campagne, etc. Donc, c'est toujours bien de rappeler la règle et de lui redire c'est quoi qui est attendu. Parce que c'est pas la même chose de dire ce qu'on ne veut pas de ce qui est attendu. Si là je vous disais on est tous à une chorégraphie, je vous apprends les règles de la chorégraphie. Si je vous dis au prochain mouvement vous n'allez pas à droite, ça vous dit pas si au prochain mouvement vous avancez, vous reculez, vous faites un tour sur vous-même ou vous allez à gauche. Donc pour nous, ça va de soi. Souvent, on parle avec le négatif, mais ça aide un jeune enfant de dire qu'est-ce que j'attends là en termes de règles à ce moment-là. Donc je vous donne un exemple. Si on reprend l'exemple de l'image de tout à l'heure, avec du début, avec les aliments qui vont par terre parce qu'on veut pas manger ce qui est dans l'assiette.
ce serait par exemple, bah, la nourriture par terre, c'est non. Je te rappelle que la nourriture, elle reste dans l'assiette. Et on peut à la fois dire, bah, je comprends que tu as envie de jouer et que cela te semble un peu long, mais tu pourras jouer après être sortir de table. Un autre exemple, imaginons que ce soit les enfants soient 2, 3 à la maison, peu importe, et puis que l'un des enfants a le camion et que l'autre enfant veut absolument le camion et commence à taper son frère ou sa sœur parce que il veut récupérer le camion et il n'a pas récupéré le camion, bah là ce serait pareil, taper une personne c'est non. Je comprends que tu sois en colère, hein, tu voulais jouer avec le camion et ton frère l'a pris. Encore une fois, on le fait parce que ça aide à réduire l'intensité émotionnelle et donc les comportements qui en découlent. Tu as le droit d'être énervé, mais si tu as besoin de taper, tu tapes dans ce coussin, par exemple. Euh, je vais vous donner des outils juste après, mais pour un jeune enfant, comme on l'a vu, c'est plutôt à 6-7 ans qu'il a plus de capacité à vraiment réguler ses comportements. Un très jeune enfant, donc sur l'âge qu'on a vu, ça va être très difficile. Par exemple, vous voyez que l'enfant, quand il est en colère, il tape. Ça va être très difficile d'arrêter d'avoir ce geste, en fait. C'est encore difficilement accessible parce qu'encore une fois, la zone qu'il permet, elle est peu accessible à son âge. Donc, c'est plus facile de détourner que le comportement instinctif qui, lui, est une autoroute, puisse avoir lieu, mais sur un support qui soit OK pour les parents. Donc, forcément, il faut que les deux parents, si les parents sont à deux dans le foyer, soient OK avec et que les deux donnent la même règle. Donc, ça peut être, par exemple, tu tapes dans ce coussin, un exemple. Si l'enfant a tendance à crier, je vous donnerai des trucs, mais ça peut être tu cries dans ce sac à cris ou s'il n'y a pas le sac à cris parce qu'on est dans le parc et que on vient de finir le parc, la balançoire, le toboggan et que bah, la frustration est très très dure à ce moment-là pour se dire qu'on part du parc ou qu'on arrête la balançoire pour laisser la place à d'autres enfants, qu'on n'a pas le sac à cris, c'est voilà, tu cries dans ton coude. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que la réaction instinctive reste, mais en même temps d'être soit sécuritaire, soit bah, plus acceptable pour nous au sein du foyer ou les autres autour. Et ça, l'enfant va beaucoup plus facilement s'en saisir parce que c'est beaucoup moins difficile par rapport à son immaturité cérébrale de détourner un comportement instinctif vers quelque chose qui garde ce comportement instinctif mais qui soit OK pour les parents. Alors, une chose qui est très très importante sur lequel je me permets d'insister, c'est très important pour qu'une règle soit intégrée, puisque là on parle de comportement d'opposition, de colère, de frustration. Très souvent, ils ont lieu en lien avec les règles d'autorité au sein du foyer, et c'est extrêmement important ou au sein de la classe, s'il y a des enseignants ou des personnels de crèche ou des nounous qui regardent la visio. Pour qu'une règle soit intégrée, il est primordial qu'elle reste fixe. Hein, c'est hyper important. Quand vous avez, je sais pas qui a son permis parmi celles et ceux qui écoutent, mais la personne qui nous a appris à conduire, elle nous a pas dit un jour bah tu t'arrêtes au stop et puis le lendemain bah en fait non tu peux rouler. Ah oui, ça t'embête de t'arrêter au stop, bah c'est pas grave, continue, roule, c'est pas grave, je veux pas que tu sois énervé, donc tant pis. Bah non, c'est un stop, on s'arrête et point barre, et c'est quel que soit l'état émotionnel, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, pour qu'une règle, au même titre que bah, les enfants, quand on leur apprend pour traverser, hein, on leur apprend bien que quand le feu est rouge, on peut traverser, quand le feu est vert, on s'arrête. On dit pas, bah là, tu veux pas attendre, tant pis, on traverse quand le feu est vert. Non, c'est fixe. Et bien, et c'est comme ça que l'enfant ensuite ne vit plus de frustration, par exemple, quand il voit ce feu tricolore, parce que ça a été un chemin qui est devenu une autoroute, qui est intégrée. Et donc, pour que les règles du quotidien pour lequel il est en plein apprentissage soient intégrées et qu'il ne vive plus de frustration par rapport à ça parce que c'est intégré pendant ce moment de développement, ça a besoin de rester fixe. Et donc ça peut être selon les sujets, je l'évoque comme ça, mais ça peut être nécessaire des fois de se mettre d'accord au sein du couple pour se dire, ok, est-ce que ça, on est d'accord pour que ce soit fixe? Parce que s'il y en a un qui dit que c'est pas grave et l'autre qui se dit bah si moi je veux que ce soit une règle fixe,
forcément, ça va être deux messages différents qui vont être transmis à l'enfant. Une autre proposition, vous avez des enfants qui dont la mémoire, qui apprennent mieux à cette période de la vie avec la mémoire visuelle. Moi, par exemple, j'avais une maman une fois qui m'a dit, bah moi, par exemple, mon enfant, il avait bien retenu les différentes étapes pour s'habiller seul, mais il n'y arrivait pas. Et en fait, un jour, elle a mis des pictos de chaque étape. Et en fait, du coup, l'enfant suivait les pictos et avait beaucoup plus de facilité du coup à se saisir du fait de s'habiller seul et du coup a pu vivre la frustration liée au fait qu'il n'y arrivait pas. Et donc ça, c'est une proposition, si vous voyez que vous êtes dans un apprentissage où là, pour le coup, la règle est apprise, mais que pour autant, l'enfant n'arrive pas à se saisir de la règle, ça peut être une piste qui peut aider justement à ce jeune âge d'allier verbal et visuel. C'est souvent ce qui est fait aussi à l'école. Hein. On allie on active plusieurs zones d'apprentissage. Autre chose aussi, je crois que je l'ai pas mis là, mais je l'évoque juste là. Un enfant, il est énormément dans l'imaginaire. Donc, si vous voyez que votre enfant, pareil, c'est quelque chose qu'il a compris, c'est une règle qu'il a compris. Je pense par exemple à aller au lit ou aller prendre le bain, mais que c'est vraiment, pour autant, c'est des moments où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et que vous sentez que, bah oui, pour autant, l'accueil de l'émotion a lieu, mais ça ne change rien dans les comportements et que c'est épuisant parce que c'est épuisant. C'est une période qui peut être très éprouvante émotionnellement pour les adultes et enfin voilà, c'est pas facile. C'est possible. Moi, je donne souvent en piste de passer par l'imaginaire, c'est-à-dire des moments jeux où vous rejouez la situation avec l'enfant, avec ses jeux. Donc, imaginons le moment d'aller au bain. Donc vous jouez un nounours qui va être le parent et puis l'enfant va jouer avec un nounours qui va être l'enfant et vous lui dites bon bah là c'est l'heure d'aller au bain et vous voyez comment l'enfant va réagir et de quoi comment dire, excusez-moi, comment instinctivement il va agir pour que son jouet aille au bain. Parce que si on lui dit mais de quoi tu as besoin pour aller au bain, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Dans ces moments-là, on fait appel à sa partie rationnelle, raison. Et encore une fois, c'est très peu accessible pour un jeune enfant. Par contre, en passant par des supports projectifs en lien avec son monde à lui de l'imaginaire et en le faisant jouer, là, c'est l'intuition qui va prédominer. Et là, il va pouvoir potentiellement donner des réponses qu'il ne serait pas en capacité de donner si on lui pose la question directement, où il aurait besoin de prendre du recul, d'apprendre à se connaître, où c'est encore peut-être un peu tôt à cette période-là de la vie. Donc voilà, l'idée de passer par l'imaginaire, ça peut être aussi une piste. Autre chose pour réduire la récurrence de la frustration et donc forcément des comportements qui en découlent pour tout ce qui est lié aux règles, ça peut aider de donner à l'avance des repères visuels ou audio. Imaginons qu'on est au sein d'un couple et qu'on regarde une série Netflix qu'on adore ou peu importe sur quel autre support et que tout d'un coup notre compagnon arrête en plein milieu et dit bah là maintenant on va se coucher. Ben peut-être qu'on va être un peu énervé parce que complètement sur la surprise, on s'y attendait pas et là forcément c'était un moment super qu'on vivait. On n'a pas du tout envie d'être dans un moment contrainte. Pour autant, si notre compagnon dit avant bah voilà. Est-ce que vous nous entendez encore? Allô, allô? Oui. Bah, a priori, je suis toujours connectée. Laura, on t'a perdu? Ah, vous Allô, m'avez allô, perdu, Laura? vous m'entendez plus? Il y a des oui. Ah, super. Donc on a. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'a retrouvé, on t'avait perdu. On s'est arrêté quand t'appuyais sur la télécommande et que t'allais frustrer ton conjoint. Ok, d'accord. Je vais reprendre là toutes mes excuses pour ce moment de bug. Du coup, je reprends à ce moment-là. Donc, imaginons donc que je reprends
Je reprends là, donc je suis devant ma série et que mon conjoint... C'est ce que les gens ont l'air de dire. C'est lui qui avait un problème de quoi? Pas de bug chez moi. Alors, on vous entend. Je crois qu'il a coupé On la... entendait très bien. Oui, Non, je pense que c'est on vous notre entend, réseau. Laurette. Ah. Pardon. Ouais, problème de connexion réseau. Ok, donc c'est chez nous. Alors, continuez. Continuez. Ouais. Ok. Donc, par contre, si notre conjoint avait dit en amont, bah voilà, là, quand on regarde, on a du mal à s'arrêter et ou l'épisode dure trop longtemps, on se couche tard, on est crevé le lendemain, ce que je te propose, c'est qu'on arrête à la moitié, puis demain on regardera l'autre moitié, mais qu'on regarde qu'une moitié. Je dis pas que forcément l'autre personne serait d'accord, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'accepter lorsqu'on est prévenu à l'avance que lorsqu'on vit un truc hyper sympa et qu'on nous l'arrête tout de suite et qu'on l'avait pas prévu. C'est-à-dire que peut-être que pour nous, adultes, ça va de soi que passer telle heure, pour l'enfant, ça va être le moment soit d'aller au bain, soit de se laver les dents, soit d'aller au lit, peu importe. Mais il faut s'imaginer que pour un très jeune enfant à cet âge-là, il n'a pas toute cette organisation. Encore une fois, il a peu accès à son cerveau du haut dans la tête. Et donc, le prévenir à l'avance, ça peut être, tu vois, la petite aiguille, là, si vous avez des horloges, là, elle est là. Quand elle sera là, à tel chiffre ou à tel numéro, on ira se laver les dents. Ça peut être des repères audio. Ça peut être, par exemple, si un enfant joue dans sa chambre dans le week-end et que après un moment il faut aller au bain, vous pouvez mettre des musiques qu'il aime bien et l'enfant sait que quand c'est la fin d'un morceau, et c'est le moment d'aller au bain. C'est des petits exemples pour en fait que l'enfant se prépare à repérer que quand ça se finit ou quand telle aiguille est à tel endroit, c'est le moment d'y aller. Mais en prévenant à l'avance, encore une fois, on réduit cette montée de la frustration et des comportements qui en découlent. Et je vais finir cette présentation. J'ai pris un peu de retard et je m'en excuse par rapport à l'heure. Pour des petits outils qui peuvent aider justement l'enfant à vivre son émotion tout en étant sécuritaire pour lui et pour les autres. C'est des choses qu'on propose chez APCOM. Si vous voyez que l'enfant il a besoin de souffler, de respirer lorsqu'il vit son émotion, vous avez par exemple Monsieur Bidule. Monsieur Bidule là, il est pas content. Et pour que Monsieur Bidule redevienne content, faut souffler sur les plumes. Donc ça, bien sûr, c'est tout ce que je vais vous proposer, c'est des 2 ans. C'est à faire en jeu au début, sinon ça vole. Donc l'idée c'est que de l'aider on peut le mimer avec lui en période de jeu. Quand nous on vit des émotions, on peut s'en saisir parce que l'enfant apprend beaucoup par imitation. Ça peut être en lien avec les livres, etc. ou des histoires que l'on raconte où l'enfant peut traverser ses émotions. Mais donc dès 2 ans, en tout cas, par exemple, si vous sentez que l'enfant a besoin de respirer, ça peut être par exemple un outil qui peut servir parce que l'enfant a beaucoup besoin de support projectif, visuel, ludique. Vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure, le sac à cris. T'es en colère, t'as besoin de crier, c'est ok, mais uniquement dans le sac parce que ça va être plus agréable pour tout le foyer. Donc ça permet encore une fois que l'enfant sorte son émotion et quand on sort l'émotion, ça aide forcément à l'apaiser. Mais encore une fois, pas de n'importe quelle façon. Vous avez, ça c'est un outil Montessori, la bouteille de retour au calme. Donc là, c'est si l'enfant est très énervé, vous sentez qu'il est dans la gestuelle et qu'il a besoin d'avoir des gestes quand il est pas content, ça peut être, voilà, on secoue jusqu'à temps que toute la colère, l'énergie qui va avec soit sortie. Et puis à un moment, du coup, l'enfant va regarder tous les sequins tournoyer et qui reflètent en fait tout ce qui se passe en lui. Et puis il va s'apaiser en voyant les sequins redescendre. Ça peut être la boîte à colère. Donc on construit une boîte à colère et à l'intérieur, pareil, si un enfant a besoin d'avoir de la gestuelle, et quand il est en colère, il prend à l'intérieur de la boîte, vous savez, un gros élastique comme ça sur lequel il peut tirer jusqu'à temps que l'émotion soit sortie. Mais ça permet effectivement que le comportement d'énergie en lien avec la colère et la frustration ne parte pas n'importe comment et qu'on lui apprenne justement un chemin, une autoroute qui soit OK.
Voilà, j'ai 10 minutes de retard, je m'en excuse. Voilà pour les petits outils qui peuvent aider face à ces comportements émotionnels et dont peut se saisir un enfant dès 2 ans. On a commencé un petit peu en retard, hein, donc le temps de se présenter, c'est toujours c'est toujours un peu comme ça. Est-ce que on peut prendre quelques questions, Laura? Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air de fonctionner. Qui pourraient être soulevées, voilà, des problèmes ou une situation dans laquelle vous êtes avec votre enfant pour lesquels vous n'auriez pas entendu quelque chose qui pourrait déjà amorcer un début de réponse. Vous pouvez aussi l'écrire, on peut la lire. Pour gérer les colères avec l'arrivée d'un deuxième. Je lis en même temps la question. Super, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous auriez un conseil pour gérer ces colères et frustrations avec l'arrivée d'un deuxième? À ce niveau-là, donc oui, la réponse est oui. En fait, il faut s'imaginer que c'est sûr que si on dit un enfant, s'il est seul, si c'est jusque-là c'était un enfant du coup unique, et qu'on lui dit il y a une super nouvelle, il y a un petit frère ou un petit garçon, un petit frère, une petite sœur qui arrive, c'est génial. Bon, pour un jeune enfant, c'est pas du tout génial. Hein. C'est comme si notre conjoint nous disait je suis super contente, il y a une nouvelle femme qui arrive ou il y a un nouvel homme qui arrive dans le foyer, c'est super. Bon, ça fait pas du tout plaisir. Et donc, la première chose, c'est encore une fois, c'est d'accueillir l'émotion. Ça a le droit de mettre en colère l'enfant. L'enfant a le droit de vivre de la frustration par rapport à ça. C'est aussi une période où il y a plusieurs développements. Hein. Il y a un développement moteur, un développement du langage, un développement émotionnel. Hein, quand je vous disais de 2 à 6 ans, il y a de nombreux développements qui se font. Il y a aussi le développement social. Et donc là, en fait, quand il y a l'arrivée d'un jeune enfant, le cerveau fait beaucoup de place pour permettre justement ce développement social et l'acceptation de l'arrivée d'une autre personne au sein du foyer. Et donc voilà, c'est à la fois bien sûr l'enfant à terme va accepter, accueillir, mais je pense que c'est hyper important de le rassurer, de dire ok, t'as le droit d'être en colère, je comprends que c'est pas facile, et ça peut être aussi encore une fois de jouer avec lui, avec l'imaginaire, de voir si on mime ça, tiens, nous on joue avec un doudou adulte. Qui jouerait le parent et à qui on annonce à l'enfant qui joue le doudou enfant. Il y a un petit frère, une petite sœur qui va arriver, comment il réagit et dire ah ouais mais qu'est-ce qui te ferait du bien, hein, encore une fois si on lui dit qu'est-ce qui te ferait du bien comme ça, il va avoir du mal à prendre du recul, mais si on passe par son intuition, on peut avoir des pistes qui pour lui feraient du bien. Mais je pense que ce qu'il y a vraiment besoin à ce moment-là, c'est surtout d'accueillir et de rassurer. Ça ne veut pas dire encore une fois que tous les comportements sont acceptables, mais surtout d'accueillir et de rassurer l'enfant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment prendre soin de cette émotion-là pour un jeune enfant. Alors, il y a d'autres questions, Laura. Il y a pas mal de questions qui sont apparues, des questions très pertinentes sur la gestion des émotions et des colères. Donc, il y a un parent qui nous demande est-ce que contenir un enfant, c'est une bonne solution? Oui, pour les très très jeunes enfants, vous avez des très jeunes enfants quand ils vivent de la colère, de la frustration. Pour les très jeunes enfants, oui et non, hein, parce que j'ai des enseignants maternels qui me l'ont partagé aussi. La dame, elle dit contenir le bébé dans les bras au moment de la colère, ou plutôt Oui. laisser librement. Oui, parce que la priorité, c'est qu'il soit en sécurité. Hein, l'enfant n'a pas conscience. Autant nous, si on tape sur notre volant, on va peut-être pas taper jusqu'à se faire mal. Autant un jeune enfant, il n'a pas du tout conscience des gestes qui peuvent lui faire mal, le mettre en danger, se blesser. Mais ça peut arriver pour des enfants qui ont 3-4 ans. Donc oui, s'il y a besoin de contenir pour le rassurer, tout en le rassurant, c'est ok, je comprends. Là, je prends soin de toi. Hein, je prends soin de toi.
Et puis quand on sent que ça a un petit peu baissé, l'intensité émotionnelle, là, le laisser libre. Mais le temps, justement, que pour être sûr qu'il ne se fasse pas mal. Donc ça, c'est dans un cas particulier, effectivement. Dans ce cas particulier où l'enfant se ferait mal dans ces moments-là. D'accord. Une autre question, avez-vous des astuces lorsque l'opposition est un jeu pour l'enfant? Par exemple, il court pour nous fuir lorsqu'on veut lui mettre ses chaussures pour partir le matin. On n'est pas dans la colère de ce côté. Non, tout à fait. Alors des astuces, ça peut être, je sais pas quel âge a votre enfant, Hello. Alors ça dépend des enfants, mais ça peut être sur qui va gagner à être prêt le plus. Celui qui gagne, c'est celui qui a mis ses chaussures en premier. Bon, ça marche pas tout le temps, hein, mais ça peut être une astuce sur le côté jeu. J'ai vu juste avant quelque chose sur le chantage, donc c'est pas du tout du chant. Donc voilà, moi je suis pas pour le chantage, mais ça peut être sur le côté jeu, en faire un moment jeu. Comment dire et après moi ce que je recommande beaucoup là, c'est qu'on avait une période un moment d'1 heure, donc j'ai pas pu aller plus loin, mais moi ce que je recommande aussi c'est développer un vocabulaire qui aide l'enfant aussi à se mettre à notre place. Ça veut pas dire qu'il va tout de suite pouvoir s'en saisir, mais se dire attends, là je suis très en colère là, je suis très en colère si c'est encore une fois une règle que l'enfant a appris, mais que voilà, pour lui c'est un moment jeu, et puis certainement qu'il a peut-être pas envie d'aller à l'école, donc bah, comme certains enfants ils sont pas prêts à aller au lit, et donc tout ce qui peut être jeu, bah voilà, hein, il faut, enfin voilà, c'est comme ça naturellement de dire voilà, là je suis très en colère, euh, et je compte jusqu'à 3, et à 3 là je vais vraiment m'énerver. Mais encore une fois, on prévient l'enfant et on met des mots sur nos émotions. Ça dépend encore une fois des tempéraments d'enfants, mais ça peut justement aider à prendre conscience que là, la situation nous fait vivre de la colère, et que bah, à 1, 2, 3, il peut y avoir une conséquence où on va dire bah voilà, bah, si à 3 t'es pas venu, bah je vais te porter, puis c'est moi qui vais te mettre tes chaussures, et il y aura pas le choix, et ce sera comme ça, et ça sera pas un moment agréable. Bon, voilà, c'est un exemple. Donc, ça peut être du jeu, mais ça peut être en tout cas mettre des mots sur nos propres émotions et prévenir. Aussi, je disais, ça peut être, bah attends, là, je suis là émotionnellement en colère, c'est en train de monter, et là, je vais vraiment, vraiment m'énerver. Ça, c'est pas mal de graduer parce qu'on n'a pas besoin d'objets, c'est tout de suite disponible. Et j'avais une maman qui me disait que son adolescence en saisissait. Attends, là, je suis là, je vais aller me calmer dans ma chambre pour redescendre, pour qu'on puisse reparler. Donc, encore une fois, ça peut être des choses qui aident dans la communication, dans le quotidien aussi, dans le foyer. Ok, merci. On a d'autres questions, pour peut-être en reprendre une ou deux. Il y a des questions qui amènent de vastes débats. Notamment une sur quel est l'impact de la punition sur les schémas neuronaux. Alors nous, ce qu'on recommande sur la punition, comment dire, moi je vais vous dire ce que, bien sûr que nous on appelle ça mince, le mot m'échappe, pardon. En tout cas, c'est important de prendre conscience des conséquences de ces actes, hein. C'est important qu'il puisse y avoir une conséquence. On n'aime pas trop le terme punition chez APECOM. Ce que nous on considère, c'est on peut avoir une conséquence des actes qui fait que bah là il y a une contrainte qui est faite, hein, au même titre que si on roule à 220 à l'heure sur l'autoroute, ou qu'on roule dans le sens inverse, et ben on va certainement se faire saisir la voiture, et ça va être pas très agréable émotionnellement. Mais l'important c'est qu'il n'y ait pas d'humiliation. C'est deux choses différentes, qui est conséquence des actes, pour dire bah voilà, là les bornes ont été dépassées, et on remet du cadre, on remet de la règle. Et l'humiliation, c'est deux choses différentes. Il y a des conséquences qui n'entraînent pas d'humiliation, et il y a des conséquences que nous on appelle punition qui entraînent de l'humiliation. Donc l'idée c'est de toujours préserver l'estime, mais qu'il y ait des conséquences, c'est un apprentissage qui est extrêmement important, puisque de toute façon l'enfant, une fois arrivé en communauté, dans sa vie d'adulte, selon les comportements qu'il aura par rapport à des émotions, il y aura des conséquences. On ne peut pas tout faire, et donc apprendre cet automatisme-là me paraît sain.
Ok, merci. Laura, une dernière question peut-être. J'en profite pour redire que à la Maison de la Famille, il y a voilà, des permanences qui permettent d'aborder ces petits points qui peuvent être difficiles. Et voilà, à l'aide d'un ou deux rendez-vous, des fois, on débloque des situations avec un regard extérieur et puis l'apport des professionnels qui interviennent là-bas. Donc, une dernière question. Mon enfant de 2 ans et demi est généralement calme chez l'assistante maternelle. Quand il rentre chez nous, il devient colérique. Nous ne comprenons pas. Avez-vous des pistes? Très Euh, succinctement, parce que ouais, c'est très très... succinctement. Oui, alors déjà, effectivement, bah, je me doute que c'est difficile. Un jeune enfant, effectivement, bah, il peut avoir tout le contenant émotionnel de la journée. Et c'est très humain de pouvoir des fois déverser son émotion auprès des personnes qu'on aime le plus, hein. Des fois, nous aussi, on peut être très énervé par rapport à des choses qui se sont passées au travail, hein, et qu'on s'est contenu. Et puis, une petite chose à la maison auprès de notre conjoint qu'on aime le plus, auprès de notre enfant qu'on aime le plus, et ben là, on va plus se retenir, on va avoir des mots qui peuvent blesser. Et c'est pas de notre faute, c'est juste qu'on a tellement contenu et que en général, c'est auprès des êtres qu'on aime le plus qu'on est le plus authentique. Donc donc voilà, ça peut être un petit moment quand vous rentrez où l'enfant peut, si vous sentez, peut déverser. J'ai pas parlé du coin de retour au calme, mais ça peut être un coin. Allez, on déverse les émotions là. Ça peut être un jeu. On déverse là, on déverse la colère. Là, on arrive à la maison, on déverse la colère de la journée. Allez, on peut. Vous voyez comment ça peut se manifester pour l'enfant, mais là, c'est un. Là, on tape sur, et puis on fait avec lui, on tape sur le canapé. Allez, on déverse, on déverse, on déverse. Et puis, hop, l'émotion accumulée de la journée sera déversée. Et puis là, du coup, on pourra passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est très humain, effectivement, d'être, de se déverser émotionnellement auprès des êtres qu'on aime le plus, quel que soit notre âge. Et je voulais juste te dire, j'ai vu passer quelque chose sur le chantage. Ah oui, Je sais tout plus à où est-ce que fait. c'était, mais il y a quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur, qui me paraît extrêmement important. Je vais pas, moi, je considère que c'est pas quelque chose de sain, mais en tout cas, je voudrais vraiment insister parce que ça me tient très à cœur. Ne jamais, jamais, jamais utiliser le chantage d'amour. Hein, vous pouvez, je vous donne un exemple, je l'ai pu l'entendre. Si tu fais ça, t'es plus ma fille ou t'es plus mon fils. Ou ce qui est très très important pour un jeune enfant, c'est de préserver le lien, quel que soit c'est ton comportement qui n'est pas ok, mais toi je t'aime. Ne jamais utiliser le lien d'amour, ne jamais insécuriser le lien d'amour que l'on porte. Hein, ou si tu fais ça, t'habiteras chez l'autre parent, si pour les parents divorcés, enfin peu importe, ne jamais utiliser le lien affectif, le lien d'amour, qui est le lien de sécurité. Pour ceux qui sont intéressés, ça c'est toute la théorie de l'attachement sur l'autorité, parce que peut-être qu'effectivement l'enfant va du coup de peur de perdre l'affection de son parent appliquer les règles, mais à quel prix d'un point de vue d'estime de soi de peur de pas être aimé derrière qui peut prolonger aussi dans la vie d'adulte. Donc ça, voilà, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me paraît très, très important. Ok, merci Claire Non, Laura. Laura, pardon, du coup j'étais Pas de en train de souci. copier. Laura, j'étais en train de copier le lien pour le groupe des rendez-vous individuels que propose Claire, donc qui est notre intervenante spécialiste en parentalité à la Maison de la Famille. Donc n'hésitez pas, parce voilà, on va pas pouvoir tout aborder, puis j'imagine que vous allez devoir retourner tous à vos activités toutes les questions, mais n'hésitez pas, ça peut être un vrai outil pour les familles. Et puis merci Laura. Merci Laurette, merci à tous. On vous retrouve demain pour Oui, une autre visioconférence sur le thème des tâches domestiques. Faut-il faire participer les enfants aux tâches domestiques et comment? C'est une question importante pour faire grandir nos enfants, mais pas les responsabiliser, trouver l'équilibre. Donc on vous retrouve demain. Merci infiniment pour ces éclairages. On va réfléchir à nos émotions et à comment on les gère et comment on accompagne nos enfants dans ces émotions.
Merci, merci infiniment Laurette, merci infiniment à tous. Et puis je vous souhaite un très très bel après-midi en espérant que cette visio et ce contenu vous aura été utile. Merci beaucoup. Vous pouvez voilà, retrouver le replay très bientôt sur la chaîne YouTube de la ville à partir de lundi prochain. Voilà. N'hésitez pas à réécouter une fois la visio si vous avez besoin de réentendre et reprendre les outils, les petites astuces qui ont été données par Laura. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. À demain. À demain. Au revoir.